commission et ensuite... Merci, Monsieur le Président. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'écoute avec beaucoup d'attention les arguments de droite, de gauche, de cette partie de l'hémicycle. À titre personnel, j'ai un problème avec le mot, pour vous dire tout à fait franchement, avec le mot quota. C'est un mot qui me pose, moi, un problème, peut-être parce qu'il me rappelle certains quotas dans l'histoire qui ont été très difficiles. Par contre, je n'ai aucun souci avec le mot plafond. Je n'ai aucun souci à dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, Madame Le Pen a fait un score qui est pratiquement le double de celui de son père, qui avait été à l'époque opposé à Jacques Chirac. Ma conviction, c'est qu'une grande majorité des gens qui n'ont voté pour elle ne sont ni racistes, ni antisémites. Simplement, elle pose souvent des questions, souvent, avec, à mon sens, avec de très mauvaises réponses. Je dis aujourd'hui, de façon... en essayant d'exprimer ce que pense une grande majorité de Français, on ne peut pas accepter aujourd'hui l'ensemble des gens qui souhaitent venir sur notre territoire. Nous sommes, Jomité, obligés de mettre des plafonds. C'est pour ça que j'ai la conviction que le fait de limiter l'entrée des étrangers en France est un amendement et sont des lois de bon sens et nous ne pouvons plus continuer dans cette situation. C'est ma conviction. Merci, chers collègues. On va essayer de rester dans les délais. Le président Mélenchon m'a demandé la parole, donc je lui cède la parole. Rapidement. J'ai l'impression que... C'est un débat important, oui. mais si chacun peut faire un peu d'esprit de synthèse, ce sera que mieux. Oui. J'ai l'impression que c'est un moment où on éclaircit nos positions aux uns et aux autres et le pays va s'en saisir. Ça va marquer, je pense, les prochains mois dans les débats que nous aurons. Donc, vous êtes pour immigration zéro. Eh bien, très bien. C'est impossible, mais ça ne vous dérange pas. Oui, mais vous allez voir. Président Ferrand, il faut qu'on... Non, mais je comprends la lassitude, mais vous pouvez supporter un débat, ou alors allez-vous-en. Moi, ma position est la suivante. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ma position, vous êtes pour immigration zéro, nous sommes pour émigration zéro. C'est-à-dire que nous sommes partisans du fait que les gens n'aient plus besoin de partir de chez eux. Parce que s'ils partent, c'est sous le fouet de la misère et de la guerre. Et que tous ceux dont nous parlons à cet instant, lorsque nous disons que nous voulons faire des quotas par métier, ce sont des gens qui ont été formés et éduqués sur leurs propres biens, ceux de leur pays, qui les a fait plombiers, maçons, ingénieurs, et c'est une manière de les piller que de leur piller la matière grise. Donc notre position est émigration zéro, et une fois qu'on a passé cette barre, le reste c'est fraternité totale. Merci, Monsieur le Président. Nous avons 3 derniers intervenants, Monsieur Belladame, Madame Boyer et Madame Le Pen, et nous aurons fait un débat, je crois, complet. Et le Président Ferrand qui terminera à la fin. Monsieur Belladame. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Je ne vois pas... Je ne vois pas ce qui peut justifier. Une politique des quotas. Il faut parler, je pense, de solde migratoire. Celui-ci est 2 fois moins élevé que celui observé dans les années 60 dans notre pays et d'un niveau incomparable au sommet atteint par certains de nos voisins. Et non content de mentir sur l'importance de l'immigration en France, vous jouez sur les présupposés racistes. En fait, c'est ça dont il s'agit derrière. Tout en plaçant les différentes populations sur une échelle de valeurs en fonction de critères essentialistes, ségrégationnistes, d'abord les Français, puis les Européens et enfin les autres. Il faut dire la vérité aux Français. Écoutez l'orateur. Alors... Justement, Madame Boyer. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment triste et lassant d'arriver au bout de plusieurs heures de débat à de telles caricatures. Comment peut-on dire des choses pareilles, mes chers collègues? Nous sommes le 3e pays de l'OCDE en termes d'accueil des migrants. Aujourd'hui, si nous avons des difficultés, si notre pays craque, si les premières préoccupations des Français, c'est justement sur la crise qu'ils traversent et notamment la crise migratoire, c'est parce que nos capacités d'assimilation ont débordé, parce que socialement, le pays souffre. Et
Ce que nous cherchons à faire, c'est faire en sorte que les Français vivent mieux, mais aussi les personnes que nous accueillons le soient dans des conditions dignes. Or, les flux migratoires que vous proposez, les solutions qui ont été proposées par ce texte ne vont pas vers la dignité des personnes accueillies. Et puis, mes chers collègues, je crois qu'il faut rappeler la réalité des chiffres. Nous, ce que nous souhaitons, c'est éventuellement une immigration du travail en fonction des besoins de la France. La France a à choisir qui elle doit accueillir sur notre sol. Mais aujourd'hui, l'immigration principale, c'est l'immigration familiale. Et nous avons une immigration familiale qui est bien au-dessus de tous les pays de l'OCDE. Donc, à un moment donné, soyons réalistes et essayons de trouver des solutions en nous respectant, mais en respectant à la fois les Français, sans prendre des décisions à leur insu, et en respectant les personnes à qui on fait croire qu'ici, ils vivront mieux. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est les tentes Quechua à Paris, ce sont les migrants au Calaisie, c'est les personnes qui traversent la frontière en Italie. C'est ça que vous voulez? Moi, c'est pas la France que je veux demain. Merci, chers collègues. Madame Le Pen, pour une courte intervention, puisque vous avez été Quota prise à zéro, partie. c'est pas immigration zéro, Monsieur Mélenchon. Vous savez très bien, vous connaissez très bien notre projet, vous savez très bien que nous souhaitons, nous, un solde de 10 000 entre ceux qui entrent et ceux qui partent, parce qu'on pense qu'il y a pas mal de personnes qui devraient partir, figurez-vous, de notre pays. Soit parce qu'ils n'ont pas le droit d'y être, soit parce qu'ils s'y sont invités sans nous demander notre avis, soit parce qu'il y a, et je le rappelle à nos collègues LR, il y a au moins 6 millions de chômeurs dans notre pays, il y a 9 millions de pauvres, il y a 1,5 million de foyers qui attendent un logement social. Et au Canada, figurez-vous, ils ne sont pas dans cette situation-là. Une immigration par quota ne peut fonctionner que dans un pays qui n'a quasiment pas de chômage, qui n'a quasiment pas de problèmes sociaux, qui n'a pas de problème majeur de déficit. Ça n'est pas évidemment le cas, en l'occurrence, de la France. Quant à ces promesses de quotas que j'ai entendues au fur et à mesure des élections depuis des années, j'ai entendu M. Wauquiez avant-hier dire, vous vous rendez compte, avec la loi actuelle que prépare En Marche, ça va être affreux, ça va être la folie. C'est presque 1 million d'étrangers qui vont entrer en 5 ans. 1 million, en effet, c'est de la folie. Encore une fois, c'est exactement le chiffre des immigrés qui sont entrés en France sous Nicolas Sarkozy. Merci. Merci, Monsieur Le Foll. Et nous aurons encore 2 intervenants. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste, à ce moment du débat, parce que ça a été évoqué, c'est important que chacun puisse exprimer sa position. J'ai bien compris que se renvoyer à la figure des arguments que moi je ne partage pas. Vous faites comme si la politique d'immigration était complètement indépendante des situations internationales. Vous faites comme si la politique migratoire ne dépendait pas aujourd'hui de la situation qu'on connaît au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Vous faites comme si le réchauffement climatique n'allait pas avoir des conséquences sur des migrations importantes. Pour les uns, vous inventez des quotas pour le travail. Pour les autres, vous pensez régler le problème de l'immigration avec un solde à 10 000. Tout ça ne tient pas compte de la réalité. Il faut être capable de mettre en place une politique qui soit à la fois respectueuse des principes et des droits, parce que si nous sommes dans un pays qui revendique des droits et des principes, on doit les appliquer, et en même temps qui maîtrise évidemment la capacité qu'on a à accueillir les gens qui veulent venir chez nous. C'est bien ça l'enjeu. Alors après, moi, ce que je reproche à tout ce débat, c'est d'avoir engagé ce débat sur des bases qui, aujourd'hui, font que certains renvoient des arguments extrêmes, alors que c'est un sujet politiquement extrêmement sensible et qu'il faut à chaque fois le conduire avec le souci de l'équilibre. Voilà la position qui a été la nôtre pendant les 5 années qui se sont passées. Voilà la position qui est la nôtre aujourd'hui. Monsieur le député, la parole est pour quelques instants à Monsieur Hamouche et puis nous conclurons avec le président Ferrand, comme cela avait été convenu. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, on entend tout, beaucoup de choses, simplement sur cette question de quotas. Nous ne sommes pas une société canadienne, nous ne sommes pas une société anglo-saxonne, je tiens à le rappeler. On est une société où on a un certain nombre de valeurs, notamment celle de l'égalité et de la laïcité. Donc incorporer un concept ou une approche ou une culture qui n'est pas la nôtre, je ne crois pas que la grève pourrait se faire aussi facilement.
Malheureusement, ces quotas me font penser à un jeu, mais bon, c'est un peu du jeu, un peu, pas du tout, complètement à la folie. Je t'aime un peu, beaucoup, pas beaucoup. Donc ça reste quand même assez problématique, cette question de quotas. Et je préfère qu'on reste dans une culture plus universaliste et plus intégratrice, qui est celle de la société et laïque et républicaine. Merci. Merci, monsieur le député. Pour conclure cette longue série d'orateurs et avant de donner la parole à monsieur le ministre d'État qui va répondre, monsieur le président Ferrand, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je voulais simplement rappeler que l'article 33 bis qui nous préoccupe porte sur la production d'un rapport annuel de la politique d'immigration et sur les enseignements qu'il faut en tirer. Et au gré de cet article-là surviennent soudain un certain nombre d'amendements et de polémiques qui n'ont pas du tout pour but d'améliorer le texte de loi sur lequel nous travaillons, mais simplement d'occuper l'espace pour faire valoir des thèses, en effet, qui se situent dans le déséquilibre le plus complet par rapport à la loi. Enfin, je voulais tout simplement dire que ces amendements, évidemment, nous les rejetons, cela va de soi, mais je voudrais dire tout de même, et je m'apprêtais à faire un rappel au règlement au président Mélenchon, que non seulement je supporte les débats, parce que moi j'y assiste depuis le début, parce que je ne suis pas un intermittent du spectacle. Merci, monsieur le président. Pour essayer de faire, mes chers collègues, afin que chacun retrouve son calme, je suspends la séance pour 3 minutes.
La séance est reprise et la parole est à Monsieur le ministre d'État, Madame Buffet, pour un rappel au règlement. Rappel au règlement sur la base de l'article 58.1. Monsieur le Président Ferrand, je pense que vos paroles ont dépassé votre pensée, mais les intermittents du spectacle sont des travailleurs de la culture. Ce sont des travailleurs de la culture et leur statut les protège. Et j'espère que ce que vous avez dit de façon peut-être inconsciente n'envisage pas une remise en cause des statuts des intermittents du spectacle. Merci Madame Buffet. Monsieur Corbière pour un court rappel au règlement. Oui, tout à fait. Merci Monsieur le Président. Avec tout le respect que nous avons les uns avec les autres et vis-à-vis de vous, Président Ferrand, la vivacité des échanges, parfois les verbes un peu hauts, n'autorisent pas les plus basses provocations. Ça, c'est là. Et les faits sont têtus, comme disait un grand révolutionnaire. Vous voulez qu'on constate la présence des députés et des présidents de groupe? Pas de problème. Je viens à l'instant de publier sur un réseau social votre présence. Vous n'êtes pas intermittent, vous alternez absence et non-présence. Ce n'est pas votre gloire, à la différence du président Mélenchon. Merci. Mais quand vous êtes là, vous vous faites remarquer effectivement par des propos qui ne sont pas en vérité, comment dirais-je, à la hauteur de ce que vous êtes vraiment. Car derrière ces propos brutaux, je sais qu'il y a un cœur qui bat, Monsieur Ferrand. Et je ne doute pas que nous allons travailler désormais dans les meilleures conditions. Comme quoi le printemps est propice à toutes les déclarations. Monsieur Collard pour un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, je remercie notre collègue qui est cardiologue en cœur d'humanité d'avoir découvert, Monsieur le Président, que vous aviez un cœur. Moi, personnellement, vu comme vous êtes gonflé, je n'en doutais pas. Je trouve, gonflé au sens le plus noble du terme, bien évidemment, hein, vous l'avez compris, hein, je ne me permettrai pas de faire usage ici de termes dévoyés. Mais les intermittents du spectacle méritent beaucoup plus de respect que ce que vous leur en accordez. Tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas être en politique un intermittent. Bien, après ces larges propos, mais je vais donner la parole à Monsieur le ministre d'État, ayant à cœur de ne pas donner un trop triste spectacle de notre hémicycle. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs les députés, cela fait maintenant près de 60 heures que nous travaillons ensemble. Et ce texte méritait ces 60 heures de travail parce qu'effectivement, c'est un texte important pour les uns et pour les autres. Je crois que dans cet hémicycle, chacun a pu faire valoir ses points de vue, avec sa vision, avec ses conceptions. Je le rappelais au début, nous sommes dans une situation qui est évidemment particulière. Lorsque l'on parlait par exemple du Canada, il n'a échappé à personne que le Canada n'est pas dans la même position géographique que ne l'est la France. Et donc évidemment les politiques migratoires ne peuvent pas être les mêmes au Canada ou en France. Qu'est-ce que nous essayons de faire ici? Je l'ai rappelé au début. D'abord, tirer les conséquences de la grande crise migratoire que nous avons connue. Si nous avons connu cette crise migratoire, c'est du fait de la déstabilisation du Moyen-Orient, de la déstabilisation d'un certain nombre de pays. Et une partie de l'action que mène aujourd'hui le président de la République et le gouvernement, c'est d'essayer d'apporter des réponses aux conflits de manière à ce que de nouveaux flux migratoires ne naissent pas. C'est d'essayer de restabiliser un certain nombre d'États comme la Libye. C'est de faire en sorte qu'en Afrique,
la sécurité soit rétablie, pour que les conditions du développement économique puissent, dans l'avenir, être assurées. Ça, c'est le premier volet. Et si nous avons souhaité que ce texte soit examiné, non pas simplement par la Commission des lois, mais par la Commission des affaires étrangères, c'est parce que nous savons que les problèmes intérieurs et que les problèmes extérieurs sont extrêmement liés. Sur le texte que nous avons étudié pendant l'ensemble de ces heures, nous n'avons pas fait de grandes phrases, nous voulons apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets. Je vous rappelle ce que nous avons décidé ensemble. C'est d'abord l'accélération des procédures, de manière à pouvoir donner une réponse en 6 mois. C'est ensuite faire en sorte que la décision étant prise, nous puissions intégrer celles et ceux à qui nous donnons l'asile, le refuge. C'est faire en sorte de les intégrer profondément dans notre société. Mais c'est ensuite être ferme sur les politiques d'éloignement. Et lorsque nous avons parlé de l'assignation à résidence, lorsque nous avons parlé de la rétention, c'est parce qu'effectivement, nous voulons, comme le dit le titre de notre texte, une immigration qui soit maîtrisée, un droit d'asile qui soit effectif et une intégration qui soit réussie. C'est cela l'articulation de notre politique. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je vais donc mettre les différents amendements aux voix. Je vous rappelle qu'ils font tous l'objet d'un scrutin public. Nous allons commencer par l'amendement 194 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 175 votants, 172 exprimés, 87 pour la majorité, pour 30 contre 142. Il n'est pas adopté. L'amendement 234 va faire lui aussi l'objet d'un scrutin public. Je vous rappelle qu'il a reçu lui aussi un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Chacun n'a pas quitté sa place en l'occurrence, donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 173 votants, 171 exprimés, majorité 86, 30 pour, contre 141. Il n'est pas adopté. Nous sommes sur l'amendement 637 qui fait lui aussi l'objet d'un scrutin public, qui a reçu lui aussi un avis défavorable du gouvernement et de la Commission. Chacun est resté à sa place. Le scrutin est donc ouvert sur cet amendement 637. Le scrutin est clos. Pour 173 exprimés, 171, majorité 86, pour 30 contre 141. Et enfin, l'amendement 402 qui fait l'objet du dernier scrutin public, qui lui aussi a reçu un avis défavorable du gouvernement et défavorable de la Commission. Chacun étant resté sagement à sa place, vous allez pouvoir voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. « 173 votants, 171 exprimés, majorité 86, pour 28 contre 143. Il n'est pas adopté. Nous allons maintenant appeler l'amendement 737, Madame Oconi. Merci, Madame Oconi a la parole et elle seule. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, depuis 2006, la France a conclu des accords avec certains pays d'émigration ou d'États sources pour mieux gérer de façon concertée les flux migratoires grâce à l'aide publique au développement. 3 principes majeurs président à la signature de ces accords. Tout d'abord, l'organisation de la migration légale, la lutte contre l'immigration clandestine et
évidemment le développement solidaire. Plus de 10 ans après, il est nécessaire de dresser le bilan de cette politique conventionnelle et d'en évaluer annuellement les dispositifs, et c'est tout l'enjeu de cet article 33 bis. Outre l'évaluation des conventions bilatérales de gestion des flux migratoires et des dispositifs d'aide au retour volontaire et à la réinsertion, je propose au gouvernement d'indiquer dans ce rapport les statistiques sur les mineurs non accompagnés ainsi que les orientations globales du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Sur cet amendement, quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Avis défavorable. Un avis défavorable, c'est le même avis du gouvernement, Madame la ministre? Vous le savez, Madame la députée, vous venez de le dire, il y a un rapport annuel qui est remis par le gouvernement chaque année. Les éléments relatifs aux conventions bilatérales de gestion des flux migratoires et aux dispositifs d'aide au retour peuvent être naturellement ajoutés dans le cadre du rapport actuel, mais il n'est pas nécessaire de faire une modification législative pour cela, mais nous prenons l'engagement de le faire. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, comme vous le savez, ça relève de l'aide à l'enfance des départements et il est plus difficile de collationner, mais on pourra entrer en relation avec les départements pour faire aussi l'évaluation de ces chiffres. Donc, retrait plutôt ou avis défavorable. Vous maintenez votre amendement, Madame Oconi? Il est retiré. Je vais mettre aux voix l'article 33 bis du projet de loi. Qui est pour? Qui est contre? L'article 33 bis est donc approuvé. Article additionnel après l'article 33 bis, l'amendement numéro 997 de Madame présenté par Madame Obono, en l'occurrence. Merci, Monsieur le Président. Le soutien matériel, éducatif et psychologique dont bénéficient les mineurs et jeunes majeurs confrontés à des difficultés familiales, sociales ou éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre doit être étendu aux lycéens et lycéennes étrangères isolées. Dans la perspective de favoriser l'insertion à la société française de ces jeunes, nous proposons d'offrir la possibilité à l'État d'expérimenter l'accompagnement de ces personnes dans leur accès au marché du travail dans les premières années de leur vie adulte. Le ou la représentante de l'État dans le département pourrait ainsi expérimenter la mise en place d'une prise en charge des lycéens et lycéennes étrangères isolées jusqu'à leurs 21 ans dans les départements volontaires par la délivrance de contrats jeunes majeurs. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement pour permettre aux moins de 21 ans de trouver une formation ou un travail, tout en ayant la possibilité de se loger et de subvenir à leurs besoins pour celles et ceux dont la famille n'est pas en capacité de le faire. Les jeunes étrangers isolés n'ayant pas, par définition, pas de famille susceptible de les aider, il est logique de notre point de vue que l'État, c'est-à-dire la collectivité nationale, s'en charge. Des résultats concluants à ces expérimentations seraient de nature à faire considérer aux législateurs et à la législatrice comme logique d'offrir, après avoir offert à ces personnes l'accès à l'éducation et aux conditions matérielles nécessaires de cette éducation, l'accès au marché du travail. Merci Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement numéro 997 ? Votre proposition dépasse de largement l'objet du projet de loi, puisque vous visez à modifier les règles de l'aide sociale à l'enfance. Ça ressemble fort à un cavalier législatif. Enfin, pour moi, ce sera un avis défavorable. Madame la ministre, l'avis du gouvernement? Même avis, défavorable, parce que d'abord, nous considérons que ce serait une charge nouvelle pour les départements. Et d'autre part, nous considérons que si un jeune mineur étranger n'a pas fait le choix d'intégration dans les 3 ans, puisque la loi prévoit actuellement que jusqu'à 21 ans, il peut être pris en charge, c'est qu'il n'a pas sa volonté d'intégration suffisamment forte pour rester sur le territoire français. Merci Madame Obono et Monsieur Huyghe sur cet amendement. Madame Obono. Pas qu'il s'agisse d'un cavalier, même si vous ne vous êtes pas privé d'en faire usage vous-même. Nous pensons véritablement qu'il s'agit d'une mesure qui permettrait de garantir à ces enfants, à ces jeunes, de pouvoir choisir. Effectivement, nous proposons une expérimentation pour pouvoir voir si elle et il souhaitent le faire, de pouvoir choisir, de s'insérer, de pouvoir avoir accès à l'éducation comme toute personne y a droit, et à des formations ainsi qu'à une activité
salariés. Effectivement, il y aura, je pense, des débats parlementaires sur la question de l'aide sociale à l'enfance et nous y participerons et nous continuerons à faire ce type de propositions. Mais comme nous parlons dans ce texte de la question des personnes étrangères, des demandeurs et demandeuses d'asile, et que c'est une situation qui se pose notamment pour un certain nombre de lycéens et lycéennes dans le 19e arrondissement, pour ne pas le citer, au lycée Guimard, qui est un lycée des arts et métiers extrêmement bien coté. On retrouve des jeunes dans ce type de situation qui sont demandeurs de ce type de dispositif, et il nous semblait que ce projet de loi permettait de pouvoir le leur offrir. Il est bien dommage que vous soyez